entame la pathologie médicale avec le module d'endocrinologie. Docteur Harbi avec vous. Donc, si ça vous arrange, on pourra faire pendant toute la matinée l'endocrinologie, puisque les infectiologues peuvent ne pas être disponibles vu la conjoncture actuelle. Donc, on commence par le diagnostic, classification, typage du diabète sucré. Le diabète sucré regroupe tous les états morbides ayant en commun une hyperglycémie chronique, résultant soit d'une insuffisance de sécrétion d'insuline par le pancréas, donc c'est ce qu'on appelle l'insulinocarence qui peut être absolue ou relative, absolue dans le diabète sucré de type 1 qui atteint généralement les enfants, les sujets assez jeunes, ou bien anomalie de l'action de l'insuline au niveau du tissu cible. Donc, comme vous savez, l'insuline est une hormone anabolisante qui va agir au niveau des hépatocytes, des myocytes et des adipocytes pour permettre donc l'entrée du glucose et son utilisation par la cellule. Donc, quand on a une anomalie de l'action de l'insuline, on va avoir ce qu'on appelle l'insulinorésistance qui va nous donner le diabète sucré de type 2 qui se voit donc chez les sujets moins jeunes. La plupart du temps, on peut avoir les deux mécanismes impliqués, c'est-à-dire on peut partir d'un diabète de type 2 d'une insulinorésistance et avec le temps, si le patient est tout le temps déséquilibré, s'il n'est pas assidu en matière de régime alimentaire, de prise de médicaments, il va aboutir à une insulinorequérance, donc avec une insulinocarence qui va être relative et donc on sera obligé de le traiter comme le diabète type 1 par de l'insuline. Les conséquences du diabète sucré à long terme sont la survenue des complications organiques touchant particulièrement les yeux, les reins, les nerfs, le cœur et les vaisseaux, les gros faisceaux. Donc, on va avoir une rétinopathie. Le diabète est la première cause de cécité de par le monde. On peut avoir une néphropathie, donc entraînant des complications d'où l'insuffisance rénale chronique terminale, une neuropathie, donc les atteintes myocardiques et donc l'atteinte des vaisseaux avec l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Le diabète sucré est défini par une définition biologique. La définition de l'OMS va définir une personne comme étant diabétique à partir de chiffres de glycémie à jeun, postprandial ou bien hémoglobine glyquée. Il faut savoir qu'avant d'aboutir à une hyperglycémie chronique définissant donc le diabète sucré, on peut passer, surtout s'il s'agit d'une insulinorésistance, par plusieurs étapes. Donc, on a ce qu'on appelle le glycémie, qui est la glycémie normale, une glycémie à jeun inférieure à 1 gramme par litre, une glycémie postprandiale qui doit être inférieure à 1 gramme 40. Donc, quand on commence à faire de l'insulinorésistance, on va présenter ce qu'on appelle l'hyperglycémie modérée à jeun, qui va être une glycémie à jeun comprise entre 1 gramme 10 et 1 gramme 26 par litre. Donc, c'est une glycémie à jeun supérieure à 1 gramme 10, mais qui reste inférieure à 1 gramme 26, qui est le seuil donc, de définition du diabète sucré. Avec une glycémie postprandiale, c'est-à-dire 2 heures après la prise de repas, qui reste inférieure à 1 gramme 40, donc qui est toujours normal. Si on n'agit pas à cette phase-là, on va évoluer vers ce qu'on appelle l'intolérance au glucose, aux hydrates de carbone. En plus de l'anomalie de la glycémie à jeun qui est comprise entre 1 gramme 10 et 1 gramme 26, on va voir s'installer une glycémie postprandiale 2 heures après la prise d'aliments ou bien après une AGPO, comprise entre 1 gramme 40 et 2 grammes. Donc au début, on a une élévation de la glycémie à jeun uniquement, c'est l'hyperglycémie modérée à jeun. Puis on va avoir une anomalie qui atteint également donc la glycémie postprandiale, ce qui va nous donner l'intolérance au glucose. Ces deux stades sont des stades réversibles, c'est-à-dire si on fait le diagnostic d'une hyperglycémie à jeun ou bien d'une intolérance au glucose, si donc on met le patient sous traitement, sous mesures hygiéno-diététiques, si le patient les respecte, donc il pourra régresser, revenir vers la glycémie normale et ne pas évoluer vers le diabète sucré.
Après la phase d'intolérance au glucose, si elle n'est pas diagnostiquée, non prise en charge, ou bien le patient n'arrive pas donc à suivre les mesures régionodiététiques, il va évoluer vers le diabète sucré. Le diabète sucré, donc c'est une phase irréversible. Une fois on est devenu diabétique, on n'en guérit pas. La définition du diabète selon l'OMS, donc, ce sont un ensemble de signes cliniques qui évoquent une hyperglycémie chronique, donc évoquent le diabète sucré, on va le voir tout à l'heure, تلاوتي ما associé à كاينش une نقصيه. glycémie supérieure ou égale à 2 grammes par litre, quel que soit le moment de la journée ou bien le dosage est réalisé. Donc, si on a des signes cliniques évocateurs d'un diabète sucré qui sont dus au fait à une hyperglycémie chronique avec une glycémie supérieure ou égale à 2 grammes par litre à n'importe quel moment donc de la prise de la glycémie, on est diabétique. Ou bien, si on a une glycémie à jeun supérieure ou égale à 1,26 g par litre à 2 dosages successifs. Ou bien, on a une glycémie à jeun qui est inférieure ou égale à 1,26 g, donc une glycémie à jeun normale, avec une glycémie à la deuxième heure d'une HGPO supérieure à 2 grammes par litre. Je m'explique. Donc, soit que les signes sont là, cliniques sont là, dû à une hyperglycémie chronique qui n'était pas diagnostiquée, avec une glycémie qui dépasse les 2 grammes. C'est un diabète. Soit qu'on ne présente aucun signe clinique ou bien on présente des signes cliniques assez discrets, mais on va trouver une glycémie à jeun qui dépasse les 1,26 g par litre à 2 reprises, c'est-à-dire on fait une glycémie veineuse, 1,26 g, on refait après une semaine, 15 jours, on la retrouve à 1,26 g, c'est un diabète sucré. Soit, ce sont des patients, la troisième cas de figure, c'est des patients qui ont des antécédents familiaux par exemple, qui présentent des signes cliniques et qui vont donc suspecter un diabète sucré, mais qui vont se mettre sous régime privatif pour avoir un bilan normal. Donc, quand on fait une glycémie à jeun, on va la trouver assez normale. Chez ce genre de patient, on va donc, pour confirmer le diagnostic du diabète sucré, passer à ce qu'on appelle une HGPO, une hyperglycémie provoquée par voie orale. L'hyperglycémie provoquée par voie orale, donc c'est un test qui peut se faire en milieu hospitalier ou en ambulatoire, qui est assez facile à réaliser et qui permet donc de détourner la tricherie des patients. C'est-à-dire que le patient va se présenter à jeun, après 8 heures de jeûne, on lui fait un prélèvement pour glycémie veineuse à jeun, on va lui donner du 75 grammes de glucose qu'il va ingérer par voie orale et on va refaire une glycémie 2 heures après. Donc, c'est-à-dire qu'on va contourner un petit peu la tricherie des patients qui, en temps normal, on fait une glycémie à jeun, on demande au patient de prendre son petit-déj, de revenir au laboratoire 2 heures après pour prendre la glycémie postprandiale. Donc, le patient peut ne rien manger ou bien manger quelque chose de très léger alors qu'il a l'habitude de manger assez copieux. Il va revenir avec une glycémie 2 heures après qui est dans les normes et on lui dit vous n'êtes pas diabétique. L'hyperglycémie provoquée par voie orale va contourner ça. Donc, en donnant au patient sous nos yeux 75 grammes de glucose, c'est une charge glucosée. Donc, on va voir le fait si le patient arrive à normaliser sa glycémie ou pas. Et si la glycémie 2 heures après la prise de glucose revient supérieure à 2 grammes par litre, même si la glycémie à jeun initiale était inférieure à 1,26 g, ça veut dire que notre patient est diabétique. Le diagnostic positif, comme on a dit, c'est une définition biologique, donc on doit toujours avoir une glycémie veineuse sous la main pour étiqueter une personne d'un état diabétique. C'est une pathologie chronique qui est très lourde de conséquences, qui est souvent mal acceptée sur le plan psychologique. Donc, avant de s'avancer et dire à une personne vous êtes diabétique, vous allez bien l'examiner. Donc, on aura des signes cliniques évocateurs, mais on doit donc confirmés par des glycémies veineuses. Les signes cliniques d'une hyperglycémie chronique, donc, vous savez que l'organisme humain a des moyens de défense. Donc, la première ligne de défense, c'est le rein. Quand le patient présente une hyperglycémie, donc ses cellules n'arrivent pas à utiliser le glucose ou bien il n'a pas d'insuline pour faire entrer le glucose à l'intérieur de la cellule, il va y avoir une hyperglycémie, c'est-à-dire que le glucose va s'accumuler au milieu extracellulaire. Donc, quand la glycémie dépasse le seuil de 1,80 g qu'on appelle le seuil rénal de glucose,
Le rein se dit, il y a trop de glucose, on doit éliminer pour éviter une catastrophe. Et on va avoir une glucosurie, c'est-à-dire qu'on va perdre du glucose dans les urines alors qu'on n'est pas censé le perdre puisque c'est le substrat énergétique, c'est quelque chose de précieux. Donc cette glucosurie va faire que les urines vont être plus concentrées que le plasma filtré, ce qui fait que l'eau va suivre le milieu le plus concentré. Donc on va avoir une perte d'eau associée à cette perte de glucose. C'est ce qui nous entraîne un syndrome polyurique. La polyurie, c'est-à-dire l'augmentation du volume de la diurèse, donc de 24 heures. Cette polyurie, donc on est en train de perdre du glucose qu'on n'est pas censé perdre et on est en train de perdre de l'eau qu'on n'est pas censé perdre. Donc, il va y avoir un signal, il y a une perte d'eau, il va y avoir donc le déclenchement de la sensation de soif et on va boire plus que d'habitude pour compenser donc la perte urinaire d'eau pour éviter la déshydratation. La polydipsie, donc syndrome polyuro-polydipsique. On va boire beaucoup et uriner. Généralement, pour parler de syndrome polyuro-polydipsique, on doit dépasser les 3 litres par 24 heures en prise ou bien en urine. La plupart du temps, ce qui dérange beaucoup plus le patient, la personne, c'est l'icturie, c'est-à-dire que le fait d'avoir envie d'uriner plusieurs reprises pendant la nuit. Associé à ce syndrome polyuro-polydipsique, la cellule, elle n'a pas assez de glucose. Donc, on a beaucoup de glucose à l'extérieur de la cellule, mais à l'intérieur de la cellule, il n'y en a pas assez alors qu'on en a besoin pour produire de l'énergie. Donc, la cellule est en état de jeûne. Il va y avoir un signal qui part vers le système nerveux central. On a besoin de glucose. On va déclencher une polyphagie, c'est-à-dire une augmentation de l'appétit. Le patient va manger plus que d'habitude parce qu'il n'a pas assez de glucose à l'intérieur des cellules. Parallèlement à ça, entre-temps, la cellule ayant besoin d'énergie, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va consommer ses réserves, elle n'a pas de glucose, elle va consommer les autres substrats sous sa main en quelque sorte pour produire de l'énergie et donc elle va consommer les protéines et les lipides, entraînant l'amaigrissement qui contraste avec la polyphagie. Normalement, quand on mange plus que d'habitude ou qu'on mange beaucoup, on doit prendre du poids alors que le diabétique va manger beaucoup, mais malgré cela, il va perdre du poids. Donc, et puis, on a une asthénie, donc une faiblesse d'intensité variable. Elle est générale, physique, psychique et sexuelle. Pourquoi? Parce que la cellule n'a pas assez de glucose et donc elle va consommer les protéines et les acides gras pour le métabolisme de base, pour le minimum, pour survivre. Et donc, on va avoir donc une asthénie qui s'installe progressivement parallèlement à l'hyperglycémie. D'autant plus que l'hyperglycémie est délétère pour le cerveau. Donc, j'y répondrai aux questions en fin de cours. Les circonstances de découverte diffèrent selon le type du diabète sucré et donc selon le moment de la survenue. Donc, généralement, la découverte peut être fortuite. C'est l'apanage du diabète sucré de type 2 qui est dû à une résistance à l'insuline. Qu'est-ce que ça veut dire une découverte fortuite? Ça veut dire que le patient n'est pas dérangé par des signes cliniques, il ne présente pas d'amaigrissement, pas de syndrome polyuro-polydipsique, ou bien c'est des signes qui sont assez discrets qui ne le dérangent pas dans sa vie quotidienne. Et donc, on va diagnostiquer chez lui un diabète sucré, par exemple, à l'occasion d'un bilan biologique, dans le cadre de dépistage par la médecine du travail, par exemple, en milieu professionnel, ou bien au cours de la surveillance d'une grossesse, au cours, donc après la prise de traitement diabétogène, patient présentant une maladie de système mis aux corticoïdes qui augmentent la glycémie, qui vont provoquer un diabète sucré, ou bien au cours d'un bilan préopératoire. Donc, il n'y a aucun signe clinique particulier, mais le patient présente une polycystite pour laquelle il va donc avoir besoin d'une intervention chirurgicale. En faisant le bilan préopératoire, on tombe sur un diabète sucré. Donc, ça peut être découvert à l'occasion d'une complication, c'est-à-dire que le patient est diabétique, il ne le sait pas, et il va donc se présenter aux urgences médicales avec une acidocétose ou bien un coma hyperosmolaire. Donc, le coma acidocétosique ou le coma hyperosmolaire va se voir quand il y a une situation d'insulinocarence majeure, qui peut être absolue ou relative. Il faut savoir que l'acidocétose peut être un mode révélateur d'un diabète sucré type 1 qui a été négligé par le patient.
Et là, donc, le patient n'est pas connu comme diabétique, il se présente dans un état comateux. En faisant le bilan d'urgence, on tombe sur une glycémie très élevée avec à la chimie des urines, présence de glucosurie et d'acétonurie. Ça peut être fait à l'occasion d'une complication non spécifique, donc une infection récidivante. Un patient, c'est une personne qui a un médecin, par exemple, traitant, et qui va consulter à chaque fois pour une infection, par exemple urinaire. On le met sous antibiothérapie pendant 10-15 jours. Un mois après, il revient avec une autre infection urinaire. Et donc, le médecin va remarquer qu'au cours de 3 mois ou de 6 mois, il aura vu la personne 4 ou 5 fois. Donc, il va se dire que ce n'est pas normal qu'on fasse autant d'infections urinaires ou bien de bronchites. Demandant un bilan, on tombe sur une hyperglycémie, donc sur un diabète sucré. Ça peut être fait à l'occasion donc d'une infection récidivante, à l'occasion d'une gangrène, une lésion de pied qui a été négligée, donc évoluant spontanément alors que la personne est diabétique. Ça peut être fait au d'un AVC. Donc, quand on consulte d'un cardiologue, on dit hypertendu, généralement le cardiologue va prescrire un bilan pour justement voir de quoi il s'agit et on trouve généralement une hyperglycémie chronique, donc un diabète sucré. Comme ça peut être fait, le diagnostic du diabète au cours d'une complication spécifique, baisse de l'acuité visuelle due à une rétinopathie diabétique, une neuropathie diabétique, des douleurs intolérables au niveau du membre inférieur, une protéinurie, donc due à une aisance rénale. Donc le patient, c'est une personne qui ne vit pour aucune pathologie, qui s'est toujours bien portée. Et là, il remarque une baisse de l'acuité visuelle, qui le gêne, il part chez un ophtalmo. En faisant le fond d'œil, on a une hyperglycémie, donc des signes de rétinopathie diabétique. On demande un bilan général, on tombe sur un diabète sucré. Ça, c'était pour les circonstances de découverte. Donc, une fois on a fait le diagnostic du diabète sucré, on a dit pour faire le diagnostic du diabète sucré, donc le diagnostic du diabète sucré, on va donc avoir les signes cliniques, la confirmation biologique. La confirmation biologique, donc, on est devant un diabète sucré. On doit toujours ce qu'on appelle typer le diabète sucré pour savoir comment traiter. D'ailleurs, c'est la première question des patients. Monsieur, vous êtes diabétique? Ok, d'accord. Est-ce que c'est le diabète qui peut être traité par les comprimés ou c'est un diabète qui nécessite l'insuline? Là, déjà, on va être départagé entre deux types de diabète sucré dont le mécanisme est différent et dont le traitement est différent. Le diabète nécessitant l'insulinothérapie, c'est généralement le diabète type 1 qui est dû à une carence absolue en insuline. Donc, on n'a aucun autre moyen thérapeutique à part l'insulinothérapie. Et le patient va être mis d'emblée sous de multiples injections, par insuline. Le diabète type 2, c'est un diabète qui est dû à une carence à l'insuline. Et là, on peut utiliser des antidiabétiques oraux qui vont aider le pancréas à sécréter de l'insuline, qui vont aider cette insuline à faire son effet au niveau des cellules périphériques, au niveau des cellules cibles, au niveau du foie, du tissu adipeux et du muscle squelettique. Donc, quand on type le diabète, on saura quoi prescrire à un patient. Donc, il faut retenir en tête que si on est devant un diabète type 1, ça ne sert à rien de lui donner des antidiabétiques oraux, ça ne sert à rien de traiter par des comprimés, il n'y aura aucun effet puisqu'il n'y a pas d'insuline endogène. Chez le diabétique type 2, donc on peut traiter par des comprimés comme on peut traiter par de l'insuline si le patient accepte. Donc voici un tableau qui résume schématiquement, c'est vraiment très schématique, donc les caractéristiques cliniques du diabète type 1 et du type 2. Il faut savoir que le diabète type 1 est moins fréquent que le diabète type 2, que l'hérédité est très forte dans le diabète type 2 alors qu'elle est très très faible dans le diabète type 1, c'est-à-dire qu'on va retrouver des antécédents familiaux de diabète sucré beaucoup plus en cas donc, de diabète sucré de type 2 qu'en cas de diabète de type 1. Sur le plan clinique, qu'est-ce qu'on va avoir? Sur le plan clinique, on va avoir donc des orientations cliniques. Quand le diabète sucré survient avant l'âge de 30 ans, schématiquement, il s'agit d'un diabète type 1. Bien que ça se voit, qu'on voit de plus en plus de diabète type 2 au cours donc, de l'enfance et chez le sujet jeune vu l'avènement de l'obésité.
Mais gardons en tête qu'avant 30 ans, c'est plutôt le diabète type 1. Le diabète type 2 survient surtout après l'âge de 40 ans. C'est un âge qui correspond, donc c'est un âge qui correspond un petit peu donc à la ménopause chez la femme et donc au début de la sédentarité chez une personne qui était déjà active. Le poids est souvent normal chez le diabétique type 1 s'il n'est pas déjà maigre, donc il aura maigri à cause de son diabète. Dans le type 2, généralement, on trouve une notion d'obésité dans 80% des cas, sinon de surpoids. Qu'est-ce que ça veut dire surpoids? C'est des patients qui présentent une insulino-résistance, ils vont commencer à avoir donc une accumulation de tissu adipeux, donc un petit ventre, voire carrément un surpoids ou bien une obésité. Le mode d'installation est assez brutal dans le diabète type 1 puisqu'il est dû à une carence en insuline. Le pancréas arrête de sécréter de l'insuline parce que les cellules bêta sont détruites et donc on n'a plus d'insuline. C'est l'hyperglycémie d'emblée avec acidocétose, donc on va voir une asthénie très extrême, un amaigrissement, par exemple une perte de 10 kg au bout d'un mois et donc voir carrément un état de coma. Dans le diabète type 2, on l'a vu dans les circonstances de découverte, ça peut être une découverte fortuite, c'est-à-dire la personne est diabétique alors qu'elle ne le sait pas. Donc c'est un mode d'installation qui est insidieux. On estime que le délai entre le début du diabète sucré, des anomalies hémobiologiques et le diagnostic, donc on va avoir une dizaine d'années, c'est-à-dire entre le moment du début de la maladie, du diabète, de l'hyperglycémie qui passe inaperçue et le diagnostic, le prélèvement avec hyperglycémie supérieure à 1,26 g pour la glycémie à jeun ou bien supérieure à 2 g pour la glycémie postprandiale, peut-être on peut être donc diabétique sans le savoir. L'hyperglycémie dans le diabète de type 1 est très importante, c'est-à-dire qu'on va avoir d'emblée des 4, des 5, des 6 grammes, alors que dans le diabète type 2, on va avoir une glycémie à jeun à 1,28 g. Ayant une glycémie à jeun à 1,28 g, on est diabétique, mais ce n'est pas une glycémie très élevée. On peut avoir des glycémies à 2 grammes et quelques aussi, d'accord? La cétose dans le diabète type 1 peut être inaugurale puisque n'ayant plus d'insuline, la cellule, donc il va y avoir une hyperglycémie très importante et la cellule ayant besoin de glucose va utiliser beaucoup de protéines et de lipides et en utilisant les protéines et les lipides, elle va produire des corps cétoniques qui sont délétères pour le cerveau, d'où le coma acidocétosique. Alors que dans le diabète type 2, la découverte étant assez fortuite, si au moment du diagnostic du diabète type 2, notre patient présente une cétose, ça veut dire qu'il a un facteur surajouté qui augmente ses besoins en glucose, d'où la production de corps cétoniques. Généralement, c'est une infection ou bien une pathologie intercurrente, un infarctus du myocarde ou un AVC. Pour les paramètres biologiques et immunologiques, donc, il faut savoir que le diabète type 2, on a dit au cours de la physiopathe qu'il s'agit d'une résistance à l'action de l'insuline, alors que le diabète type 1, il est dû à une carence en insuline. Donc, si on s'amuse à doser l'insulinémie, chez le diabétique type 2, on va la trouver élevée, alors qu'elle va être effondrée chez le diabétique type 1. Un autre paramètre qui nous indique sur les réserves insuliniques, c'est ce qu'on appelle le dosage du peptide C. Pourquoi le peptide C? Puisque le pancréas, en sécrétant une molécule d'insuline, il va sécréter une molécule de peptide C en parallèle. Et donc, afin d'éviter l'amalgame entre une insuline endogène ou bien exogène que le patient a injectée, on va doser le peptide C. On n'a pas d'équivalent industriel de peptide C, donc le peptide C qu'on va doser dans le sang, c'est le peptide C produit par le pancréas. Chez le diabétique type 1, le peptide C va être effondré, il n'y a plus d'insuline au niveau du pancréas. Chez le diabétique type 2, on va avoir un taux de peptide C qui est normal ou qui est très peu diminué. D'accord? Les auto-anticorps vont être absents dans le diabète type 2 puisqu'il s'agit d'une résistance à l'action de l'insuline. Le pancréas, il fonctionne normalement. Les cellules bêta de Langerhans sécrètent normalement de l'insuline. Il s'agit d'une anomalie de l'action de l'insuline au niveau des cellules cibles. Dans le diabète de type 1, il s'agit d'une carence en insuline qui est due à une destruction des cellules bêta de Langerhans au niveau du pancréas. Et cette destruction dans la majorité du temps des cas, elle est due à une attaque auto-immune, c'est-à-dire que le corps